Quand j'étais plus jeune, chaque fois que je lisais un livre dans lequel il y avait un enjeu ou un personnage autochtone, un personnage qui était souvent secondaire, je me disais, c'est son histoire en fait que j'aimerais lire, c'est son point de vue que j'aimerais connaître. C'était le début finalement de mon intérêt pour les histoires, aussi pour les voix, pour les cultures et les littératures autochtones. En ce moment, on parle beaucoup de dialogue et de réconciliation dans les médias, et moi j'ai toujours considéré le livre comme l'objet idéal pour initier cette rencontre-là. Comme libraire, j'ai cette chance de pouvoir au quotidien transmettre mon intérêt et mes découvertes littéraires au grand public et ainsi agir comme entremetteuse avec les cultures issues des Premières Nations. Je m'appelle Isabelle Dion, je suis libraire à la librairie Anénorak à Wendake et je vais vous présenter des livres dans le cadre de l'initiative « En juin, je lis autochtone ». J'aime les films d'horreur, l'odeur des lilas, cuisiner pour les autres, Xavier Dolan. Je n'aime pas les hauteurs, l'expression « petite madame », le manque d'empathie, les racines de patates. Le livre que j'ai choisi s'intitule « Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes » de l'auteur inuit Zebedee Nungaak. C'est un essai, mais un essai qui est aussi un récit personnel qui raconte le point de vue de l'auteur sur tout ce qui concerne le déroulement de la Convention de la baie James, donc une entente juridique qu'il y a eu en 1975 pour le projet hydroélectrique. L'auteur nous raconte vraiment, dans un langage décomplexé, sa participation, comment ils n'ont pas été pris en compte dans les décisions. Ce que le livre nous permet de comprendre, c'est que la Convention de la baie James, telle qu'elle a été signée, est un peu la moins pire version de ce que le gouvernement avait à proposer pour eux. Mais au final, les grands perdants restent toujours les personnes qui ont perdu leur terre, soit les Inuits et les Cris. C'est écrit au jeu, en fait. C'est comme s'il nous racontait son histoire. C'est un peu comme si on avait des entrées un peu dans son journal de bord de sa participation et des événements qui ont marqué cette convention-là. C'est comme aussi, j'ai un peu l'impression qu'on était avec lui autour d'un feu, puis qu'il avait envie de nous raconter son histoire. Mais en même temps, ça a un côté essai qui est quand même appuyé avec des photos d'archives, non seulement des photos d'archives, mais des faits très précis. Donc, il a vraiment fait un devoir quand même là, historique pour en parler. Ça questionne aussi les points de vue dans l'histoire. C'est vraiment un essai qui porte là-dessus, je crois, puisque, pour une fois, on entend vraiment la version des gens qui en ont le plus souffert de cette entente-là juridique qui a eu lieu puis qui a eu un impact majeur au Québec. Il aurait fallu obliger les immigrants venus d'autres pays à leur demander ce qu'ils étaient autorisés à faire sur leur territoire et où ils pouvaient le faire. Mais, pour des raisons mystérieuses, l'histoire a bouleversé cette logique et complètement inversé l'équation. J'ai choisi le recueil de poésie Fif sauvage du poète malécite Shane Michael, publié aux éditions Personnages. Ce qui est déconcertant avec le livre de Shane Michael, c'est qu'il met vraiment ses tripes sur la table, c'est-à-dire qu'on a un accès vraiment à son intimité. En fait, ce qu'il voulait, c'était vraiment de revisiter des sujets qui avaient marqué son passé, comme l'intimidation, la discrimination. Et c'est ce qui fait référence finalement au titre « Fif et sauvage », qui sont des termes vraiment péjoratifs, mais que lui a entendu très souvent dans sa vie. Il procède un peu par accumulation, en jouant avec les mots « fif » et « sauvage », vraiment comme un peu à l'image de lui, ce qu'il a vécu, les insultes et tout. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un cercle qui revient. Et on retrouve aussi un hommage, en fait, un hommage aux femmes qui ont marqué sa vie, dont sa mère, dont sa grand-mère, donc comment elles ont aidé à la construction de son identité, à l'acceptation aussi de soi. Pour moi, c'est un recueil de poésie qui m'a beaucoup marqué, que je conseille à tout le monde de lire, même s'il peut paraître un peu intense. Il y a quelque chose de très palpable, de très brut, de très violent aussi. Donc, pour engager le dialogue, principalement, c'est ce que Shane Michael a voulu faire. Les hommes te fixeront comme des armes chargées, lèveront les poings, s'entretueront, ils s'épuiseront. À ta drogue, ils boiront ton sang. Ta richesse vandalisée, comme les autres sans vie. Un livre qui m'a beaucoup marqué dans les dernières années, c'est La vallée des fleurs de l'autrice inuit Niviaq Korneliussen.
Donc, c'est une autrice queer qui est originaire du Groenland. On l'avait connue, en fait, avec un livre qui, pour moi, est un livre que j'aime vraiment d'amour. En fait, c'est Homo sapiens. Elle avait vraiment marqué son style à partir de ce moment-là, un style totalement éclaté, avec une structure déconstruite, puis des passages avec des textos. Donc, tout le monde se demandait un peu qu'est-ce qu'elle allait offrir avec La Vallée des fleurs. Et puis finalement, c'est un roman beaucoup plus linéaire, mais c'est un roman qui m'a charmée dès les premiers mots. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui habite la capitale de Nuuk, au Groenland, et qui va être acceptée dans une université au Danemark. Donc, elle va y aller, et puis son arrivée là-bas va vraiment concorder avec un choc non seulement culturel, mais un choc personnel. Donc, ça va la forcer finalement à réfléchir sur son passé, sur son avenir, sur son rapport avec sa famille et sur la fille qu'elle aime aussi. Nevia Corneliussen, elle a vraiment une précision narrative exceptionnelle. Elle réussit à mettre de l'attention comme si c'était un suspense. C'est un livre qui permet de faire en fait un tour d'horizon vraiment sur la problématique de l'épidémie de suicide au Groenland, mais non seulement cette problématique-là, mais le point de vue et l'opinion des personnages sur cette problématique-là qui change au cours du récit. On peut vraiment trouver des parallèles à faire avec le Québec, notamment pour ce qui est de la réclusion des Autochtones dans les réserves, pour ce qui est du manque de financement, l'accessibilité à certains services aussi. Donc, pour moi, c'est une façon d'aborder certains sujets dans la fiction, donc de manière très naturelle. C'est audacieux, ça aborde la nordicité, c'est sensible, c'est d'une grande intelligence et ça parle de marginalité avec des personnages qui n'entrent pas dans les cadres. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à le lire absolument. Des milliers de morceaux de glace plats, aussi blancs que de la craie, couvrent l'immense baie, comme un labyrinthe en constante mutation dans lequel personne ne peut se retrouver. Je me souviens qu'Anna avait dit, durant un court séjour qu'elle avait fait à Tasiilaq, qu'elle se sentait prisonnière de la baie, que les montagnes étaient bien trop grandes et trop nombreuses et qu'on avait la sensation de ne jamais pouvoir s'échapper une fois arrivé là. Dan Dumont, je l'ai connu, en fait, je l'ai lu pour la première fois en lisant La course de Rose, le roman qu'elle avait écrit juste avant Perle de verre. Donc, Dan Dumont, on la connaît principalement à cause de son humour. Elle a vraiment un humour particulier dans le choix des mots, dans les mises en situation. Par contre, Perle de verre, histoire un petit peu plus sombre, c'est l'histoire de 4 jeunes qui vont partir de leur réserve dans les années 90 pour aller s'installer en ville. C'est des personnages, en fait, un peu comme un roman choral qui vont se croiser, se séparer, se recroiser toujours. C'est vraiment l'amitié qui prime dans ce livre-là. C'est une mise en valeur de l'amitié. Et l'humour de Dan Dumont passe aussi beaucoup par l'autodérision, donc elle met vraiment l'emphase là-dessus. C'est une façon pour elle de déconstruire certains stéréotypes qui sont associés aux Autochtones, certains clichés, une façon de les retourner, ce qui fait en sorte que finalement le ton est vraiment en parfait équilibre entre la légèreté, puisque c'est drôle, c'est captivant, ça ressemble à un page-turner, et puis la gravité finalement des situations, et la gravité aussi des sujets qui sont abordés. Donc, on a vraiment l'impression qu'elle réussit subtilement à nous parler de sujets qui, normalement, ont un traitement beaucoup plus sombre et beaucoup plus lourd, ce qui, finalement, peut-être des fois aide pas le propos, mais pour elle, c'est complètement réussi. Elle réussit vraiment avec finesse à le faire. Nelly a choisi ses vêtements avec attention. Quelque chose d'ajusté, mais pas trop serré. Quelque chose qui lui donnerait un look mince et, sans aucune hésitation, un foulard bleu, parce qu'avec de la couleur près de son visage, elle avait l'air moins fatiguée. Et si elle marchait dans les rues demain matin pour revenir à la maison, ça paraîtrait moins qu'elle revenait d'un party. Elle passerait pour n'importe qui, 2 filles qui s'en vont au marché, ou encore 2 chicks autochtones sur le chemin du retour un lendemain de veille. Ma sélection montre bien toute la richesse, la variété et le dynamisme qui existent au sein des littératures autochtones. J'ai choisi des voix fortes, sensibles et uniques qui permettent d'engager le dialogue et de faire tomber des stéréotypes tenaces.